tous. Donc, quelques mots d'introduction, puisqu'une table ronde est plutôt faite pour échanger autour de questions de réponses. Et puis, je sais qu'il y a un temps important qui est donné et qui vous est donné. Donc, c'est plutôt dans... Donc, je vais essayer de faire bref. Pour resituer peut-être le contexte associatif un peu brûlant d'aujourd'hui, en essayant d'avoir un point de vue un peu équilibré sur les forces manifestes et puis peut-être les freins, voilà, manière d'engager le débat. Sur les forces, je distinguerai deux choses. D'abord le plan factuel et puis le plan un peu plus réflexif. Le plan factuel, il est que, certes, nous ne sommes pas au début des années 2000 où je veux rappeler quand même deux choses. Je pense que Dan Ferrand-Beckman vous parlera beaucoup des bénévoles, donc je veux rappeler quand même deux éléments. Le premier élément, c'est que l'emploi associatif a progressé pratiquement au début de ces années-là de l'ordre de 4 à 5%, c'est-à-dire pratiquement 2 fois l'emploi marchand. Donc la dynamique associative qui se manifeste notamment par l'emploi salarié, évidemment par les bénévoles qui ont suivi aussi ce même mouvement, était manifeste. De la même manière que nous sommes arrivés à un pic de création d'associations par an qui tournait autour de 70 000, voire plus. Je rappelle toujours ça parce qu'on a toujours tendance à regarder dans le rétroviseur et à se dire que les années 60, c'était vraiment là où se passait le militantisme, là où il y avait le vrai engagement. En fait, il y avait 20 000 associations par an, elles étaient à peine 450 000, on est à 1,3 million, enfin, voilà. Donc, voilà. Mais c'était le début des années 2000, et c'est vrai qu'il y a eu un creux, mais si j'en crois les derniers résultats de l'ACOS, c'est-à-dire ceux qui mesurent l'emploi, et en particulier la dernière enquête de recherche et solidarité, intitulée « La France associative », on s'aperçoit que sur cette année, les associations font plus que résister. Il y a toujours cette année de la création d'emplois. Et si on ne dépasse pas les 70 000, on est à 70 000 associations nouvelles par an. Alors, bien entendu, les facteurs de fragilisation, pas les ignorer, en particulier pour les associations moyennes. Ceux qui n'emploient pas de salariés sont moins touchés, comme vous en doutez. Et puis les grosses associations, en tant qu'elles exercent effectivement des missions essentielles de service public, dont je rappelle qu'un euro investi est 7 à 8 fois plus rentable qu'un euro investi dans la fonction publique. J'hésite toujours à dire ça parce que souvent ce sont les mêmes qui sont à la fois du côté de la fonction publique et des associations. Donc voilà, tort partagé, mais... donc ceux-là sont moins touchés, mais je pense aux associations moyennes, en particulier celles qui dépendent des conseils généraux et qui, en plus, ont très peur de modalités futures de la réforme territoriale. Donc voyons bien tout de même cette formidable, je dirais, îlot qui fait plus que résister dans un monde qui se délite. Ce qui m'amène à mon deuxième point, et ce deuxième point, c'est que cela répond à une logique profonde, qui n'est pas simplement les associations, mais qui est, comme Martine Burgos l'a indiqué, relatif à une transformation des rapports sociaux entre les individus. Il faudrait évidemment beaucoup de temps pour indiquer le sens de cette relation, donc je vais me contenter d'une métaphore, mais pour dire que la question du lien d'association, de l'associativité dans la société
est de plus en plus au centre même des pratiques sociales. La métaphore, pour moi, c'est celle du réseau, bien sûr. C'est l'association qui a fait le réseau, ce n'est pas l'inverse. L'Internet existait dans les cartons des ingénieurs américains depuis un certain temps. Ce qui a fait la diffusion qu'on n'avait jamais vue en l'espace d'une quinzaine d'années, on sature le marché des mobiles en 15 ans. Ça, c'est impossible s'il n'y a pas derrière une modalité du rapport social entre les individus qui le permet, qui l'autorise, qui le développe, qui le dynamise. Au fond, le réseau est la métaphore technologique, mais qui suppose par derrière ce lien d'horizontalité, one-to-one, one-to-many, many-to-many, ce rapport, au fond, qui arrive à marier ce qui n'est pas très bien vu, pas toujours même par les sociologues, la singularité et l'égalité. Non plus une égalité par le nivellement des différences, mais une singularité, au contraire, par leur exposition d'une certaine façon, par leur affirmation. Ce qui n'empêche pas de penser aux autres formes d'égalité, j'en conviens, et ce qui rend d'ailleurs la société d'autant plus difficile. Plus les individus se sentent égaux et plus ils sont sensibles aux inégalités, ça va de soi. Donc plus l'égalité de fond que représente l'associativité dans la société se répand, au titre de la même individualité et au titre, effectivement, du fait qu'on n'est plus dans un monde vertical dans le lien social, que tous ceux qui étaient les prophètes du bien-être, de la réussite politique et économique sont quand même obligés un peu d'en rabattre. Il n'y a plus de modèles sociaux de ce point de vue, ce qui favorise effectivement cette émergence du rapport relationnel avec les individus et de la sociativité. Elle va bien au-delà de l'association ou des associations et de la loi de 1900. Elle est prise dans un rapport qu'on retrouve partout, dans l'économie collaborative, coopérative, dans la manière dont se traite aujourd'hui le management, où il faut défaire les échelons hiérarchiques. Elle se diffuse, y compris dans la manière dont se diffuse la connaissance. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, la connaissance? Quel est le nouveau grand livre de l'univers, après la Bible, après notre fameuse encyclopédie des Lumières? Je vous pose la question, tout le monde répondra, bah oui, notre nouvelle Bible, ouais, avec ses imperfections, enfin la Bible, on en avait peut-être quelques-unes, non? En tout cas, s'appelle Wikipédia. Et qu'est-ce qui aujourd'hui fait le succès de la connaissance, y compris des ingénieurs de la NASA? C'est quand ils mettent un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre, quand ils le mettent dans ce qu'ils appellent des forums de sciences participatives, où ce sont souvent d'ailleurs des jeunes qui jouent littéralement. Alors, ce n'est pas qu'ils répondent aux problèmes de la NASA, n'exagérons rien, mais leur rapport fait qu'ils déplacent le problème, ils le posent autrement, et voilà. Le statut de la connaissance, et évidemment de son mode de diffusion, est en train de se transformer. Ça fait longtemps qu'on sait que les universités ne sont plus les seuls lieux de savoir. Ça fait longtemps qu'on sait que les enfants apprennent plus en dehors de l'école qu'à l'école. Heureusement, sinon, finalement, ils se feraient écraser au premier coin de rue. Et c'est aujourd'hui ce savoir qui est inclus d'ailleurs dans l'associativité, car si vous réfléchissez si vous prenez au sérieux l'expression « faire connaissance », comme vous le savez, la connaissance vient de l'autre. Elle vient de ce rapport à l'autre. Tout ce que nous savons vient de ce rapport à l'autre. Et la médiation du livre, elle l'est aussi parce que c'est une médiation vivante.
Et ça, c'est quelque chose, je crois, très important dans Lire et faire lire. C'est qu'elle n'est pas simplement « je te donne un bouquin, lis-le, va, voilà ». C'est « je te propose un échange autour de ça ». Le problème de cette associativité dans la société, c'est que, d'abord, elle suscite plus d'aspiration que de réalité, que les individus sont aujourd'hui beaucoup plus sensibles à des questions comme le prix de la vie, comme le chômage, comme les inégalités, comme les rapports entre les sexes, etc. Bien entendu, c'est l'autre face. Donc, beaucoup plus de sensibilité. Donc, il y a un problème autour de cette... c'est que cette forme associative qui devrait être défendue essentiellement par les associations, qui devrait être proposée plus fortement par les associations, au fond, cette associativité, elle est en train de dériver vers d'autres formes, vers d'autres lieux, d'autres organisations qui surfent là-dessus. Moi, j'ai rien contre le fait que les entreprises se prétendent associatives. Tant mieux, à condition que la matrice même de ce qui fait l'associativité demeure forte, progresse et soit au centre de la société. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je donnerai juste un exemple très concret. Que l'on fasse une loi sur l'économie sociale et solidaire, c'est très bien. Mais enfin, il faut quand même rappeler que l'économie sociale et solidaire, c'est à plus de 80% des associations. Il n'y a quasiment pas un mot dans cette dernière loi sur les associations. Il y a quand même un problème. Alors, c'est une manière de tirer l'associativité vers ce qui risquerait de faire de l'emploi, vers ce qui est le marché, vers toute une sorte de valeur, après tout, qui se les approprie, mais qui n'est pas du côté de la matrice. J'en viens donc aux freins, aux résistances. Et là, je m'adresse directement aux acteurs associatifs que vous êtes, et a fortiori les acteurs associatifs engagés. Quand on est bénévole, on est encore plus engagé. Parce que je crois que une des questions qui se posent en amont de toutes les propositions qu'on pourrait faire, fiscales, etc., il ne faut pas les négliger. Mais il y a une question centrale, qui est la question de se constituer en acteur historique. Les associations sont-elles les acteurs historiques du monde d'aujourd'hui et de demain, comme ont pu l'être les entrepreneurs ou les syndicats? Veulent-elles jouer ce rôle ou non? Je ne suis pas sûr que ceux qui sont au premier plan de cette action associative aient tout à fait conscience de ce rôle, au fond, que la société, je vais en dire un mot, que l'économie, d'une certaine façon, leur attribue, que même la politique. Les associations n'auraient-elles rien à dire sur le politique, pas la politique, le politique? N'aurait-elle aucune valeur à défendre dans le monde d'aujourd'hui? N'aurait-elle rien à dire? Doivent-elles être absentes de ce débat aujourd'hui délétère? Je pense que cette affaire-là, évidemment, je la nourris d'histoire. C'est parce que elle nous renvoie à la belle époque, si je puis dire, non pas la belle époque de 1900, encore un peu avant, 50 ans avant. 1848 pour être précis. 1848 où on invente un barbarisme effroyable, que
moi-même, je ne peux pas, malgré mon goût pour les associations, je ne peux pas utiliser si facilement, qui est l'associationnisme. Voilà, mais l'associationnisme derrière, c'est pas les associations. C'est un mouvement social, économique, politique. C'est Proudhon, c'est Fourier, c'est Leroux. Et ces gens-là se disent, on a un problème, c'est quand même, le barbarisme ne leur avait pas échappé. Et donc, associationnisme, ça va pas. Et donc, ils créent le mot socialisme. Voilà. Parce que le socialisme, pour eux, est un associationnisme. Ou si vous préférez, renversons. L'associationnisme est un socialisme. On sait la suite de l'histoire, elle est moins réjouissante. Et finalement, cette deuxième république, dite République de Luxembourg, n'a duré, au fond, que 6 à 8 mois. Mais elle a marqué durablement l'histoire des idées. Et elle nous revient aujourd'hui en boomerang, parce que si j'avais le temps, et je ne l'ai pas, mais peut-être on reviendra dans la discussion, je vous indiquerai par exemple qu'une économie de la connaissance, une économie du bien commun ne peut pas se satisfaire, ni de la fonction publique, ni des entreprises. C'est impossible. Qu'aujourd'hui, la nécessité de l'associativité et des associations, précisément pour travailler sur quelque chose que les entreprises ne font plus, qui est le capital humain. Les entreprises ne font plus que exploiter une force qui leur est extérieure. Les économistes en sont venus à parler du travail comme une externalité de l'entreprise. Comprenons, la production de la richesse se passe ailleurs. Mais où? Seulement dans les universités? Seulement dans les écoles? Où se passe donc cette production de richesse? Qui produit la connaissance aujourd'hui? Qui prépare les enfants, non pas forcément à en savoir plus, mais à avoir ces compétences précisément en lecture, en communication, en initiative, en étant bien dans leur peau? Pas un examen à la suite de la session lire et faire lire, non, le plaisir, oui, Martine Burgos le rappelait, le plaisir. Le plaisir de développer son propre potentiel, l'individualité aussi. Qui fait cette singularité, ce mariage de cette singularité et cette égalité? Qui fait cette richesse qui n'échappe pas aux entreprises? Bon, la SNCF vient de créer une grande fondation, voilà, on s'est aperçu, et ils s'aperçoivent tous que le mécénat de compétences, que quand les salariés vont dans les associations, ils en reviennent transformés. Ah! La belle découverte! La belle découverte, c'est bien. On a progressé. Et c'est vrai. Et après tout, que ça améliore leur productivité, on ne va pas s'en plaindre non plus. Mais enfin, il faut reconnaître où se situe véritablement la force qui, aujourd'hui, est celle d'une économie de demain qui ne peut pas s'accommoder des règles du marché comme on le voit. Alors, ce qui, je conclus là-dessus, car j'ai déjà été, je pense, un peu long, du même coup, tout s'enchaîne. S'il n'y a pas ce mariage autour de cette conscience historique, autour de ce rôle, je ne crains pas le mot, idéologique, qui fait par exemple qu'on a séparé les sciences sociales de l'économie, une aberration de notre système qui a fait, je rappelle, et mes collègues vous diraient la même chose, les grands économistes du 19e, c'était Durkheim, c'était Max Weber, c'était Pareto, c'était des sociologues. Comment a-t-on pu sortir une science avec 50 000 guillemets? On a pu la sortir de l'homme, des sciences sociales, de l'idée qu'elle était plongée dans une historicité, dans une histoire, au moment précisément où l'histoire qu'elle raconte ne marche plus. Et on va continuer.
Où se situe la production de richesse? Dans le travail en tant que tel, dans l'entreprise. C'est terminé. C'est ailleurs. Cette réflexion-là, et je bats ma coulpe, elle suppose évidemment une alliance. On a parlé de Gramsci, ça tombe bien. Elle suppose une alliance, effectivement, organique, entre le mouvement associatif, les mouvements sociaux, je dirais d'une manière générale d'ailleurs, sans référence politique, les mouvements sociaux, et quand même toute une partie culturelle, toute une partie des chercheurs, des universitaires. C'est ce qui a fait 48. Nous sommes quelques-uns à nous battre pour cette cause-là, car le débat est recouvert par l'expertise des économistes. Du même coup, je disais, tout s'enchaîne, et du coup, cet acteur historique ne trouve pas le moyen d'être un acteur au sens très large politique. Je suis heureux que la CPCA, je ne sais pas qui connaît, entendu parler de la CPCA, je suis heureux que la CPCA s'appelle désormais le mouvement associatif. On peut s'en féliciter, mais qui connaît le mouvement associatif? Alors si c'est pour tromper le monde et dire le mouvement associatif, on confond la tête et l'ensemble, très bien. Mais le mouvement associatif ne s'est pas structuré et ne donne pas lieu à la possibilité d'un acteur qui soit non seulement historique, mais un acteur politique. Que demandent les associations? Vers quelle direction elles vont? Quelles sont... y a-t-il une ligne stratégique? Y a-t-il une revendication phare dans lequel il n'y aurait pas simplement lire et faire lire, mais il y aurait les gens de la justice, les gens des droits de l'homme, les consommateurs, tous les gens bien intentionnés qui participent de cet associationnisme et qui diraient oui, on est d'accord, on a une stratégie, voilà. On pense qu'on est quand même beaucoup plus centraux que vous voulez le dire, donc il s'agit de discuter finance, statut, mouvement, acteurs, politique, notre rôle au Conseil économique et social, etc., etc. J'en ai 50 000 mesures, si vous voulez. Mais quoi? Qui entend ça? Ça renouvelait le genre. La dernière proposition en date, et j'espère que le mouvement associatif va s'en emparer, c'est effectivement qu'ils soient auto-organisateurs, comme ils l'ont été d'ailleurs au début des années 90, qu'ils soient les initiateurs d'une grande conférence ou des états généraux de la vie associative. C'est le meilleur que je nous souhaite.